Quasiment 19h30 sur CNews. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de Face à Mathieu Bocoté, toujours avec Mathieu et Arthur de Vatrigan, bien sûr. Philippe de Villiers. Ah, bon, qu'est-ce que vous faites sur ce plateau un samedi soir? Mais Elliot, qu'est-ce qui vous arrive? Moi, ce qui m'arrive, c'est que tous les samedis soirs, j'ai l'honneur d'être avec Mathieu Bocoté et avec Arthur de Vatrigan. Vous n'êtes pas sur votre dans l'Aventin? Ah c'est incroyable. Mais, je vais vous dire, si vous me permettez de prendre la parole. Mais j'espère bien, c'est pour ça. Non, je suis très heureux d'être là avec vous trois, parce que Mathieu, c'est un monstre. Mathieu, c'est quelqu'un que j'admire énormément, que je regarde tous les jours, tous les soirs. Vous le savez, Elliot. Bon, me retrouver avec Elliot, ça me tranquillise un peu. Ça me rassure. Et puis, Arthur est un grand patron de presse, excellent journaliste, toujours très fin, très subtil. Et c'est un journal que je lis avec gourmandise. Donc je suis très très heureux d'être avec vous, parce que je me sens vraiment de plein pied. Alors, parlons lecture, justement. Vous avez publié il y a quelques semaines Mémoricide. Alors moi, je crois avoir lu tous vos livres, et très franchement, c'est votre plus beau livre. Il est magnifique, il poursuit la réflexion qui était déjà présente dans le temps, dans vos mémoires. Le moment est venu de dire ce que j'ai vu. Et là, vous faites non seulement mémorialiste, mais aussi poète, philosophe, et c'est une réflexion profonde sur la nature même de l'identité française que vous nous proposez ici, avec un titre, Mémoricide, qui est un titre qui suscite inévitablement un point d'interrogation. Qu'entendez-vous par mémoricide? Alors, le mémoricide est à une nation ce que le génocide est à un peuple. Le mémoricide, c'est l'ablation de la mémoire commune, c'est-à-dire la tentative pour un peuple de survivre avec une mémoire atrophiée, quand on laisse en friche la mémoire vivante du dépôt millénaire, quand une nation cherche à vivre, à survivre avec une mémoire pénitentielle, quand on invite nos propres enfants à pratiquer l'amnésie des grandeurs et l'hypermnésie des lâchetés et des défaillances. Et c'est la tentative d'un peuple de survivre avec une mémoire pire, invertie, si vous me passez le néologisme. Invertie, ça veut dire qu'on tente de vivre pour la première fois dans notre histoire à l'inverse de ce qu'ont vécu nos pères, à l'inverse des repères anciens, à l'inverse des voisinages, des héritages qui nous ont été transmis. Si on définit la civilisation comme un état social dans lequel celui qui vient au monde découvre très vite que ce qu'il a à apporter est infiniment moins subtil que ce qu'il trouve à son arrivée, alors nous sommes entrés dans un état social inversé, c'est-à-dire dans un monde post-historique, dans un monde où le temps long est désormais effacé par le caprice fugitif de l'illimitation marchande, un monde dans lequel, pour la première fois dans l'histoire des hommes, on tente de greffer une nouvelle mémoire sur la mémoire ancienne. J'appelle ça la transmémoire. En fait, c'est un monde tout simplement où on tente une expropriation mémorielle du peuple des parias, ainsi expropriés, une dépossession. La dépossession ultime. Pas seulement la dépossession de l'outil de travail, comme dit très bien Christophe July, avec Metropolia Périphéria, on en parle souvent dans notre émission, mais là, la dépossession ultime, la dépossession de l'intime, de ce qui fait qu'un être humain tient debout. Mais est-ce que la dépossession inaugurale, l'acte inaugural du mémoricide,
est-ce que ce n'est pas ce qui se passe en Vendée au moment de la Révolution? Solzhenitsyn et vous nous avez convaincus aisément, à tout le moins je crois, que ce qui se passe en Vendée, c'est la première rébellion, enfin c'est très particulier, dans la modernité, c'est la rébellion étouffée. C'est la rébellion de l'homme incarné qui ne veut pas se faire arracher à ses héritages, qui ne veut pas mutiler son identité ni son âme, et on lui fera payer très cher pour cela, et ensuite on étouffera jusqu'au souvenir de sa souffrance. Est-ce que de ce point de vue, le mémoricide inaugural, ce n'est pas ce qui se passe en Vendée au moment de la Révolution? Vous avez raison, c'est fascinant. En quelques phrases, je réponds à votre question. C'est un enchaînement chronologique fatal, mais avec un retournement inattendu. Alors, l'engrenage, au début, est la tabula rasa, la table rase. Désormais, on ignore le passé. Le passé est maudit. Le passé est tellement laid. Dixit Robespierre, avec cette phrase célèbre, quand j'ai vu à quel point l'espèce humaine était dégradée, je me suis convaincu moi-même de la nécessité d'un recommencement absolu de l'humanité. D'un recommencement absolu de l'humanité. C'est parti. Le recommencement absolu, il y a un côté biblique. Il choisit un mot biblique détourné, la régénération. On va régénérer l'humanité. C'est ça le propos de ceux qui portent sur les fonds baptismaux de la nouvelle religion l'évangile des droits de l'homme, qui est censé étancher la soif des mémoires en manque, des âmes appelantes, suppliantes. Désormais, il faudra se tourner vers la nouvelle religion. La révolution n'est pas un nouveau régime, c'est une nouvelle religion. C'est-à-dire comme on le disait hier, une annonciation de type eschatologique. Avec l'idée que vous citez souvent de l'homme générique, le nouvel homme nouveau. Il y a eu l'homme nouveau de Saint Paul, sur le chemin de Damas. Et là, il y a un nouvel homme nouveau, l'homme générique. Et les Vendéens se soulèvent. Pourquoi ils se soulèvent? C'est un exemple quasi unique de révolte sans cause économique. Ils se soulèvent parce que les Bleus sont venus fondre leur cloche et leur interdisent de vivre sur les chemins de Metz qu'ils empruntaient depuis 1000 ans. Et donc ils se soulèvent en fait pour la liberté de conscience. Ils sont écrasés, ils sont exterminés. Chut, on n'a pas le droit de le dire. Ils sont condamnés 2 fois à mourir. On leur dit, il ne s'est rien passé, c'était simplement une guerre civile. Et ensuite, on leur dit, et en plus, vous n'allez pas nous encombrer de vos souvenirs. Et l'historiographie officielle se sent tranquille parce qu'elle mise sur le passé qui oublie et le passé qui périme. Et à l'université, on applique la maxime de Merlin de Thionville. Merlin de Thionville, c'est un représentant en mission de la Convention qui se trouve sur les lieux du pardon de Bonchamp quand les Vendéens libèrent les prisonniers bleus sur l'ordre de Bonchamp. C'est le pardon qui convertit le mal en nouvelle chance. L'alchimie du pardon. Et cette alchimie vendéenne, il ne faut pas qu'elle soit connue par le reste des Français, dixit la Convention. Et donc il écrit au comité de salut public cette phrase qui a guidé ma vie, qui a été un point de retournement pour moi, quand je l'ai découverte à l'âge de 18 ans. Ces brigands, les brigands, on dirait aujourd'hui les déplorables de Mme Clinton, oui. Ces brigands n'ont pas le temps d'écrire, tout cela s'oubliera comme tant d'autres choses. Et cette expression, quand j'ai lu ça, ces brigands n'ont pas le temps d'écrire. Ça veut dire qu'en fait, ils ont spéculé sur les ploucs, quoi. Ils n'ont pas le temps d'écrire, de toute façon, ils ne savent pas écrire, de toute façon, ils ne savent pas lire les événements, ils ne savent pas voir ce qu'ils voient, etc. Le problème, c'est que cette maxime, elle a connu son point de retournement.
Les brigands n'ont pas eu le temps d'écrire, mais il y a eu des historiens qui ont commencé à fouiller. Et les pièces sont sorties. Et les preuves sont arrivées à tel point que François Furet, qui était profondément révolutionnaire, lui-même a dit « Moi, je ne peux pas accepter cette élection de haine qui fait de la Vendée la statue souffrante devant toute la terreur. » Les pièces sont sorties, et puis tout à coup, est arrivé Solzhenitsyn le 25 septembre 1993, et il a eu cette expression qui change tout. La matrice des terreurs du XXe siècle, c'est en Vendée qu'elle a été inventée. Et là, c'est fini. Désormais, les révisionnistes de la Sorbonne, les négationnistes de la Sorbonne, bientôt, je vous le prédis, lorsqu'ils feront leur congrès annuel, eux qui étaient si nombreux, il y a encore 50 ans, choisiront un abri à trottinette. Arthur de Vatrigan. À l'effacement de la mémoire, n'y a-t-il pas également un effacement de l'avenir? Parce que vous parlez de l'ablation de notre mémoire. N'y a-t-il pas une autre ablation qui est celle de la quête de l'Occident depuis Aristote, à savoir la quête de la vérité, qui a permis la grandeur de la France? Mais, vous savez, on a défini l'Occident comme le continent de la vie interrogée. Et ce continent de la vie interrogée, il a permis ce que le moine Alcuin appelait la liberté de la personne humaine. Et c'est la liberté de la personne humaine qui a fondé ce qu'on a appelé plus tard les droits de l'homme. Les droits de l'homme étant un détournement de la prophétie du moine Alcuin. C'est tout cet édifice qui s'effondre aujourd'hui. Et vous avez raison de dire que lorsque la France, qui est au cœur de l'Occident, se détourne de son passé chrétien, elle renie l'Occident tout entier. Je pense, en vous répondant à la définition de l'Occident, de l'Europe par Paul Valéry, j'appelle européenne toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée, soumise à l'esprit, la discipline des Grecs. Aujourd'hui, tout ça s'est effondré et je pense que l'Union européenne va mourir pour cette raison qu'elle a renié son passé et qu'elle vit un véritable mémoricide. J'aurais pu faire, et c'est peut-être un livre que je ferai un jour, le mémoricide, après le mémoricide français, le mémoricide européen. Mais justement, vous lisant, je pense aux différentes résistances au totalitarisme au XXe siècle. Je pense aux Polonais, je pense aux Baltes, je pense aux peuples qui, on a cherché à nous convaincre que la liberté n'avait rien à voir avec l'identité. Plus vous voulez de liberté, moins vous devez avoir d'identité. Or, c'est en plongeant dans leur identité que les Polonais, que les Baltes ont su résister au communisme. Et de ce point de vue, est-ce qu'on pourrait dire qu'en France, la mémoire de la Vendée, reprise, c'est un peu le projet du Puy du Fou, reprise, recomposée par l'ensemble de la nation, est-ce que cette mémoire n'est pas fondatrice aussi d'une liberté nouvelle? En vous écoutant, je pensais à un ami polonais qui s'appelle M. Wojciechowski, qui était un proche du pape Jean-Paul II et qui m'a dit un jour, nous, ce qui nous a préservés, les Polonais, sous la botte soviétique, c'est qu'on a gardé notre identité. Un peuple ne survit que s'il a l'identité et la souveraineté. Mais il se peut que dans certains moments de l'histoire, il soit privé de sa souveraineté, mais qu'il garde son identité. Par exemple, les Juifs, avant la création de l'État d'Israël, ils n'avaient pas la souveraineté, mais ils avaient l'identité. Or, nous, on avait les deux. Maintenant, on a perdu la souveraineté. Les Polonais ont perdu leur souveraineté pendant toutes les années, évidemment, de la guerre froide, pendant toutes les années de la soviétisation, mais ils ont gardé leur identité. Et Viktor Orban, quand je l'avais rencontré, m'avait dit la même chose. Il m'avait dit, on a gardé notre identité, Magyar, etc. Et on l'a préservée, on l'a choyée. Ils veillaient avec des petites bougies tous les soirs sur leur histoire, sur leur passé. Ils le glorifiaient. Et un peuple ne peut pas vivre sans son légendaire. La Tour du Pin a dit, et les peuples qui n'ont plus de légende sont condamnés à mourir de froid. Or nous, notre problème aujourd'hui,
Je ne sais pas si c'est la réponse à votre question. Mais moi, ce qui m'affole, c'est que le pronostic vital de la France est engagé parce que la France a perdu sa souveraineté. Et les hommes politiques sont très contents de ça. Très contents, tous. Personne ne remet en cause la participation à l'Union européenne dont les lois sont supérieures aux nôtres. Personne ne remet en cause Schengen, par exemple, la frontière. Personne. C'est fini, c'est terminé, c'est réglé. On est pris maintenant dans la machine. On a perdu notre souveraineté. On voit avec le Mercosur ce que ça donne. Regardez l'autre jour Sanofi. On a perdu notre souveraineté sanitaire. Donc on a perdu notre souveraineté sanitaire, notre souveraineté juridique, notre souveraineté militaire avec l'OTAN, l'Ukraine, etc. On a perdu notre souveraineté. Et on a perdu notre identité. Parce que ce que je dis dans mon livre, à partir de mon expérience, Mathieu, un peuple, ce qu'il a de plus précieux, c'est la préservation de son droit à la continuité historique. C'est-à-dire le droit d'aller chercher dans les siècles passés les mélodies manquantes. Il y a dans votre ouvrage, vous me direz si je l'ai bien compris, une méditation aussi sur l'exil intérieur. Parce que c'est une chose que d'être un exilé, et c'est peut-être une douleur encore plus grande que de se sentir exilé en son propre pays. On ne reconnaît plus ses paysages culturels, ses paysages mentaux. Quelquefois, on vit même une forme d'exil religieux quand la religion à laquelle on avait toujours cru semble se défigurer en prétendant se transfigurer. Est-ce que votre livre est une méditation aussi sur la douleur de l'exil intérieur? Oui, parce que c'est quelque chose que je vis. C'est Edgar Quinet qui disait l'exil le plus douloureux, et d'ailleurs je reprends votre expression, ce n'est pas d'être arraché de son pays, c'est d'y vivre, mais de n'y retrouver plus rien qui ressemble à ce qui a fait qu'on l'ait tant aimé. Vous savez, il y a une phrase de Gaulle qui dit « À chaque fois que la France s'est approchée de l'abîme, elle s'est accrochée à deux môles qui n'ont pas vacillé, le tronçon de l'épée et la pensée française. » Or, aujourd'hui, on vit, je répète le mot, il y a un pronostic vital qui est en jeu. On vit une catastrophe qui est probablement, qui peut être existentielle. Pourquoi ? Parce qu'un peuple qui sous-traite la fabrication de ses enfants aux populations immigrées, un peuple qui n'est plus capable, qui n'a plus la force de se reproduire, qui n'a plus la force de reprogrammer la vie, est un peuple qui est déjà sorti de l'histoire. Mais quand on ajoute à cela que dans l'école aujourd'hui en France, on ne transmet plus l'amour de la France, qu'est-ce que notre pays va devenir puisqu'il n'est plus capable de franciser les générations nouvelles, que ce soit les Français millénaires ou les Français de désir. Et pourtant, votre livre est un livre d'espérance, et c'est justement sur ce thème que je passe la parole à Arthur de Vatrigan, sur la part d'espérance qu'on trouve dans ce très beau livre. Justement, sur la part d'espérance, il y a quelque chose qui s'est passé la semaine dernière d'assez surprenant dans ces mémoricides que vous décrivez et qu'on vit tous les jours, c'est Notre-Dame. Le miracle gothique, qui est le miracle français, qui a été célébré en Mondovision. On a eu un président qui a même réussi à faire un discours non républicain au sein de la cathédrale. Qu'est-ce que ça nous dit ? Est-ce que c'est pas une source d'espoir et d'espérance et qui nous montre que la flamme ne s'est pas éteinte en fait ? Arthur, je n'aurais pas écrit mon livre si mon expérience personnelle ne m'avait pas convaincu que la France n'est pas un pays comme les autres. Il y a des pays qui s'abîment, il y a des pays qui s'effondrent. Les Amérindiens, les Égyptiens, les Romains, les Grecs, etc. Nous, pas. Pourquoi ? Il y a une sorte de rédemption française au cœur de notre peuple, au cœur de notre mémoire, malgré tout. Il y a 1000 ans d'une sémantique de relèvement. Et en fait, en lisant l'histoire de France, en la lisant, en la relisant, en réfléchissant,
à la manière dont elle habite le monde à travers ses monuments, et notamment ses trésors, je suis arrivé à la conclusion qu'il y a un mot qui revient sans cesse de génération en génération, depuis Clovis. C'est une expression qu'on entend dans les chaumières, dès le Moyen-Âge, tout est perdu. C'est l'expression du père de Jeanne d'Arc à la veillée, quand il dit à ses enfants, des pauvres enfants, la France est une nation déjetée, car il y a des Français reniés, déjà. C'était juste après le traité de Troyes, qui était un traité de Maastricht avant la lettre. Et il dit, tout est perdu. Et Jeanne se relève et dit, non, tout n'est pas perdu. Et on connaît la suite. La suite, c'est quoi? Comme à chaque fois, quelque temps après le tout est perdu, arrive, fait irruption de manière inattendue, le tout est sauf. Et donc, pour répondre à votre question sur Notre-Dame, moi j'ai vécu la nuit d'angoisse. Mais je l'ai vécu comme un homme qui connaît l'histoire de France. Et donc, l'angoisse sans cesse en moi était contrebalancée par tout est perdu, les flammes sont de plus en haut, la flèche est en train de s'abîmer comme une image au ralenti dans un film. Les pompiers nous expliquent que les tours vont s'effondrer. Et à minuit, quand je vais me coucher, je me dis, bon, non, demain, tout sera sauf. Et la cérémonie, la fameuse cérémonie, elle va encore plus loin que cette petite espérance, cette petite fille espérance, comme dirait Peggy, parce que quand j'ai vu l'archidiacre Macron face au gars avec son chewing-gum, qui est maintenant le grand nominateur du monde, avec Elon Musk, qui est devenu un conservateur, lui qui était transhumaniste, etc. Et quand j'ai vu l'archidiacre dire « Nous sommes les héritiers d'un passé qui est plus grand que nous », là, je me suis dit, ça y est, on a basculé. C'est-à-dire que la table rase, ça marche plus. C'est-à-dire que cette idéologie des droits de l'homme, cette nouvelle religion temporelle, elle ne nous dispense pas de rechercher la transcendance, rechercher l'espérance. Et une histoire, Clovis, quand il parle avec l'évêque Vigneron à Reims, Rémy lui cite un historien grec qui dit « Toutes les sociétés obéissent à la même loi, lorsqu'elles cessent de vivre de leur raison d'être, elles se décomposent de leurs propres mains. » Et il lui explique que c'est fini l'Empire romain. Mais en fait, Clovis, le conquérant, qui fait peur aux patriciens romains, il va se laisser conquérir par sa conquête et il va être plus romain que les Romains et il va créer cette civilisation française. Tout est sauf, alors que l'évêque croyait que tout était perdu. Tout est perdu, tout est sauf. Philippe de Villiers, mémoricide, merci beaucoup. Dommage qu'on n'ait pas plus de temps. Mais c'est parce que c'est pour mieux se retrouver vendredi prochain. Voilà. Merci beaucoup Mathieu Bocoté. Merci à vous, merci Mathieu. Merci Philippe de Villiers. On se retrouve dans un instant pour l'heure des Pro 2.